qui avait une armée. Vous avez vu ça où dans le monde entier? Un candidat qui a une armée. Et un candidat dont l'armée a bouclé tout le nord du pays dont lui vient. Il faut dire que les pressions étaient très fortes dans la mesure où les conditions n'étaient pas du tout réunies, puisque la partie nord et la partie ouest étaient encore sous le contrôle exclusif des rebelles. Les rebelles qui bénéficiaient maintenant pratiquement de camps militaires, puisque dans le programme de reconstruction, il y a eu des camps militaires qui ont été réhabilités et les rebelles ont été cantonnés dans ces camps-là, enfin une bonne partie. Et donc ils avaient non seulement leur propre camp, mais ils avaient leur propre armement, leur propre équipement. Et donc le désarmement qui devait avoir lieu pour sécuriser l'ensemble des élections n'a pas eu lieu. Et le redéploiement complet de l'administration n'a pas suivi, dans la mesure où même les préfets, les sous-préfets qui avaient été affectés étaient sous le contrôle des commandants des zones, qui étaient encore très actifs. Donc tous ces éléments-là montraient que les conditions n'étaient pas réunies. Mais les bailleurs de fonds avaient fait comprendre clairement au président Laurent Gbagbo que tant qu'il n'y a pas les élections, eh bien, il ne faut pas qu'il espère la réduction de la dette et donc les moyens pour financer le développement. Et donc ces pressions subtiles sur le plan, disons, de la mobilisation des moyens et du processus PPTE ont abouti, en plus des pressions diplomatiques, c'est-à-dire les résolutions de l'ONU, l'action des différents diplomates occidentaux, etc., etc. Toutes ces pressions-là ont conduit à l'organisation des élections dans des conditions qu'on connaît. Je l'ai peu connu finalement, beaucoup moins que certains de mes amis socialistes. Je l'ai revu ensuite à deux reprises au moment de la préparation de l'élection présidentielle, où je suis allé à Abidjan 2 fois pour le voir longuement. Dans cette préparation, il m'a fait état des trucages, des fraudes qui se préparaient dans le Nord en particulier. Il m'a donné 2 énormes dossiers que j'ai ramenés à Paris, où on voyait que dans l'établissement des listes électorales, il y avait des fraudes monumentales. J'ai transmis ces dossiers à la fois au Parti socialiste et à des avocats. Je ne sais pas très bien ce que c'est devenu. Dans mes conversations à Abidjan, j'avais aussi dit à Laurent Gbagbo, cher président, il faut faire des élections. Il m'avait dit oui, et je lui avais dit le plus vite possible. Et il m'avait dit oui, mais il y a 2 obstacles. Les fraudes sont massives dans l'organisation du scrutin au Nord, et deuxièmement, beaucoup de gens, en particulier dans le Nord, sont armés, les milices de M. Soro, et donc il y a 2 problèmes à résoudre. Finalement, il a fait les élections, mais ces problèmes n'étaient pas entièrement résolus. Le problème de la zone Nord, c'est qu'il n'y avait plus d'organisation administrative et qu'il était extrêmement difficile de vouloir faire comprendre aux responsables des forces nouvelles, Guillaume Soro en premier d'ailleurs, que si on voulait des élections démocratiques, il fallait que toute la population ait accès à ça. Mais comme les bandes armées des forces nouvelles avaient pillé à peu près tout ce qui représentait l'administration, toutes les autorités officielles, on arrivait à trouver effectivement dans le marché de Bouaké des beignets emballés dans des extraits de naissance. Et comme en plus derrière la fameuse notion d'ivoirité, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire vont pouvoir être identifiés comme citoyens ivoiriens, évidemment, ce n'était pas très intéressant pour les forces nouvelles, parce qu'on sait bien que beaucoup de forces nouvelles venaient du Burkina Faso, ou d'autres pays, ou du Libéria, ou du Mali. Et donc, c'était aussi le moyen, en écrasant toute forme d'administration, de semer un petit peu le désordre et la zizanie, et de continuer de persévérer une instabilité chronique, militaire, sécuritaire, dans toute la moitié nord du pays. Ce deuxième tour a eu lieu le 28 novembre 2010. Et ce deuxième tour, pendant la période de campagne électorale, et surtout le jour du scrutin, a été émaillé de beaucoup d'incidents. À titre d'exemple, dans 500 bureaux de vote, sur les 22
bureaux de vote à peu près qu'il y avait au niveau national, le représentant du candidat Laurent Gbagbo, qui était propriétaire et dépositaire d'un mandat légal de représentation du candidat, mandat qui lui a été délivré par la Direction nationale des campagnes dans 500 bureaux de vote. Même ce représentant du candidat Laurent Gbagbo n'a pas pu prendre part au vote. Et je rappelle qu'au premier tour, on n'avait pas une telle situation. Ça voudrait dire qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, le représentant du candidat Laurent Gbagbo, qui avait voté pour lui au premier tour, n'a pas voté pour lui au deuxième tour. Vous comprenez que c'est un peu difficile à comprendre. Mais en réalité, ça veut dire que les gens ont été purement et simplement chassés des bureaux de vote. Ils ont été molestés, ils ont été frappés, les voitures calcinées et certains malheureusement sont décédés. Et cela essentiellement dans la zone qui était occupée par la rébellion et qu'on appelait la zone CNO, la zone centre, nord et ouest. Je sors de là, j'arrive dans un village qu'on appelle Lou. Ce sont aussi les représentants qui pourchassent ma voiture pour dire ah, il ne faut plus tenir parce qu'il y a trop de menaces. Les rebelles sont déjà passés plus de 2-3 fois. C'est difficile quand on ne voit pas pour nous laisser. On fait voter même des gens qui ne voient pas. Il y a certains qui viennent avec des cartes d'identité, on dit non, c'est pour maman, mais ma grand-mère, elle ne voit pas clair. Ils viennent, on leur sourit à voter. En tout cas, les règles ne sont pas du tout respectées. Ils venaient avec leur grand-mère ou bien seulement? Ils ne venaient même plus pas avec leur grand-mère. Il prend au moins 10 extraits de naissance ou bien les cartes d'identité comme il veut, quelles que soient les pièces. Il arrive, il dit, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il est chez UDPC. On l'autorise à voter à la place de tout cela. Parce qu'on dit non, il ne voyait pas clair, bien ça n'a pas marché. Et on ne cherche même pas à savoir si ces personnes existent. Donc nos représentants n'avaient pas le droit de contester. Sinon, on vient t'enlever automatiquement et puis bon, peut-être si tu as la chance, tu peux vivre et puis te rencontrer un jour où tu es blessé. Ou bien ben, on ne te voit plus. Ça, c'est l'environnement qu'a vécu effectivement les représentants de Laurent Gbagbo dans les bureaux de vote. Précisément ce que je peux témoigner dans le département de Séguéla qui englobe en même temps Kani. Séguéla, Kani, Sifié, Orofla. Ce sont les sous-préfectures en fait. Donc, dans ces deux villages, à Séguéla ville même, c'était presque la même chose. Dans tous la majorité, 92% des bureaux de vote, c'était vraiment la même situation. Parce qu'à partir de midi, ils ont commencé à vider tous les représentants du FPI dans les bureaux de vote, qui nous rejoignaient à la direction de campagne pour dire bon, on les a chassés du bureau. Et les gens ont fait les dépouillements en l'absence. Il y a certains qu'on les maintenait. Ça dépend du chef rebelle. Devant cette situation, qui était aussi illustrée par le fait que le jour du scrutin, à la fermeture des bureaux de vote, on a vu des personnes qui n'étaient pas mandatées pour cela à transporter des urnes. Le jour des élections, on a vu des gens voter en dehors de tout isoloir. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, beaucoup de gens ont eu leurs biens saccagés. Et ce que nous avons fait ce jour-là, conformément aux instructions du président Laurent Gbagbo, c'était de ne pas répondre à la provocation. Nous savons que la loi du talion existe, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous savons aussi ce que Gandhi a dit à ce propos. Gandhi a dit à ce propos, vous le savez, que si on veut appliquer la loi du talion, tout le monde serait alors édenté et tout le monde serait alors aveugle. Et nous n'avons pas voulu faire de la Côte d'Ivoire un pays où tout le monde serait édenté et où tout le monde serait aveugle. Nous n'avons donc pas réagi à toutes les provocations qui ont été faites ce jour-là. Mais nous n'avons pas croisé les bras non plus. Nous avons ce jour-là, 28 novembre, sur l'ensemble du territoire national, documenté toutes les situations d'irrégularité aux élections. Nous avons photographié toutes les victimes. Nous avons enregistré leurs témoignages. Nous avons récolté leurs rapports médicaux. Nous avons collecté les ordonnances qui ont été payées pour eux et nous avons constitué un dossier que nous avons présenté le jour même des élections à M. Choy, à ses bureaux à l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Sur l'instruction du président Laurent Gbagbo, j'ai moi-même conduit une délégation de la Direction nationale des campagnes
pour aller présenter tous ces documents à M. Choi, accompagné d'une lettre que nous lui avons remise pour attirer ton attention sur ce qui s'était passé en réalité sur le terrain, afin que toute décision éventuelle qu'il prendrait soit une décision éclairée et une décision objective. Malheureusement, ce qui s'est passé par la suite nous montre bien que ces indications et ces informations n'ont pas été prises en considération par l'ONUCI. Mais ce sont ces mêmes documents qui ont été utilisés par le président, Laurent Gbagbo, pour faire 5 réclamations au Conseil constitutionnel le même jour, le même 1er décembre, pour que le Conseil constitutionnel puisse regarder, disons, ces plaintes et prendre les décisions idoines. Je rappelle aussi que ces réclamations portaient sur 7 départements. Le département de Boaké, où nous avons remarqué qu'à peu près 100 000 voix ont été ajoutées pour le compte du candidat du RDR sur la fiche de dépouillement officielle que la CEI a produite. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le nombre de gens qui sont inscrits, le nombre de gens qui ont voté, vous remarquez qu'à peu près il y a 94 000 voix qui viennent, on ne sait pas d'où, qui ont été ajoutées au candidat du RDR pour qu'il ait donc à peu près 100 000 voix de Boissou, comme on dit chez nous. Nous avons également porté réclamation sur les résultats des élections à Sakassou, à Katiola, à Dabakala, à Korogo, à Ferké et à Bundiali. L'ensemble des réclamations portait sur à peu près 800 000 voix. Le Conseil constitutionnel a statué et a jugé les requêtes recevables sur un total d'à peu près 500 000 voix. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a ôté sa méthode d'autosaisine qui a été utilisée donc pour annuler les élections aussi dans d'autres régions. Et je ne reviens même pas sur les conditions et les circonstances dans lesquelles le résultat provisoire du deuxième tour a été proclamé par le président de la CEI, parce que tout le monde sait que c'est un résultat qui a été donné hors délai. Il a été donné le 1er décembre, c'est-à-dire le 4e jour des élections. Il n'a pas été donné dans le siège de l'institution qu'est la CEI. Il n'a pas été préalablement, les résultats n'ont pas été préalablement validés par l'ensemble des commissaires, la trentaine de commissaires, et parmi lesquels, je vous rappelle, il y a les représentants des candidats. Moi, j'étais le représentant du candidat Laurent Gbagbo auprès de la CEI pour la consolidation des résultats. J'avais été invité par le président de la CEI au regard des textes pour être présent au moment de la consolidation et la proclamation des résultats provisoires. Donc, j'étais dans la cour, les membres de la commission sont arrivés, ils étaient dans la salle, et puis le président de la CEI est venu 30 minutes après, au moment où on s'attendait à ce qu'il intègre la salle de réunion pour commencer les travaux, on l'a vu ressortir et il n'est plus revenu. Nous étions dans la salle quand on nous a appelé que sur France 24, une chaîne de télévision française, le président de la CEI était en train de proclamer un résultat. Disons, était en train de dire des chiffres. Parce que jusqu'à présent, les chiffres proclamés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires sont proclamés par la CEI au siège de l'institution, en présence des 30 membres de la commission centrale et des représentants des candidats. Les chiffres énoncés à l'hôtel du Golfe ne sont que des chiffres qu'une personne, président de la CEI, a énoncés devant une caméra étrangère. Pour avoir été moi-même membre de la CEI pendant longtemps, je voudrais dire très sincèrement ceci. Je souhaite qu'on fasse un distinguo, mais net, entre la personne de Youssouf Bakayoko et la CEI. La CEI a compilé les résultats. Je veux parler de la dernière séquence qui est importante, le deuxième tour. Les résultats sont venus. Nous avions 19 résultats régionaux à valider. Nous avons, de façon consensuelle, validé 14 résultats. Il restait donc 5 résultats. Ces résultats
était difficile à valider parce que il y a un groupe qui disait mais c'est les chiffres qu'on doit additionner. Il y a d'autres qui disaient mais le PV, sous le PV, il est dit qu'il y a eu fusillade. Et sur ce PV, il y a plus d'électeurs que d'inscrits. Donc le résultat de ce PV est faux. Et l'autre groupe dit non, on met le résultat. De toute façon, c'est un résultat provisoire, on le met. On dit non. Il y a eu donc ce débat qui nous a amenés au-delà de minuit. À mon avis, la CEI a joué son rôle. Sur ce point, on est au-delà de minuit. De par la loi, nous sommes fort clos. Et la CEI avait donc, les membres de la CEI, nous avions rendez-vous avec M. Youssouf Bakayoko le lendemain pour rédiger le PV de forclusion. Donc jusque-là, c'est dans la procédure normale. Lorsque, nous, par surprise, alors que nous l'attendions au siège de la CEI, nous surprenons à le découvrir à la télévision, dans une télévision au Golfe, en train de lire des chiffres. Là aussi, je voudrais rectifier. Et les gens disent, le président de la CEI a donné des résultats. Non, M. Youssouf Bakayoko a lu des chiffres. C'est différent. Toi, Bamba, tu peux aller lire des chiffres si tu as une télévision ou bien, comment vous appelez vos réseaux sociaux là, tu peux aller lire des chiffres. Mais la CEI n'a pas lu de résultats. C'est M. Youssouf Bakayoko qui allait dire des chiffres dans un lieu inapproprié. Et d'ailleurs, je voulais informer que nous avons un protocole interne pour que la CEI donne ses résultats. Nous avons un protocole interne que j'ai ici. L'autre protocole dit que pour donner les résultats, il faut que les 31 membres de la commission centrale soient autour du président de la CEI qui lit les résultats. Vous avez pu voir que M. Youssouf Bakayoko était plutôt entouré de militaires et pas au siège de la CEI. Le président du Conseil constitutionnel avait fait une déclaration à la télévision pour constater la forclusion de la commission électorale indépendante, pour se saisir du dossier et pour rassurer les Ivoiriens que dans les délais qui lui sont impartis, les résultats définitifs vont être proclamés. Et le lendemain, le 2, il a donc proclamé les résultats définitifs qui donnaient Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% des voix. On avait donc 2 présidents, entre guillemets. Et ce qui a été vraiment le plus surprenant, c'est que le Conseil constitutionnel chez nous, comme dans beaucoup de pays, est le juge suprême des élections. Et nulle part ailleurs jusqu'à maintenant, on avait vu que les délibérations du juge suprême des élections sont mises en cause. Parce que finalement, ça revient à mettre en cause la souveraineté de l'État. On avait vu auparavant des contestations d'élections en Haïti, en Afghanistan. Et pour avancer dans la paix, le président Laurent Gbagbo a dit « recomptons les voix ». Ce qui avait déjà été fait en Haïti, ce qui avait été fait partiellement en Afghanistan également. Et ça avait permis à ces pays d'avoir des présidents sans qu'il y ait la guerre. Je suis parti du doute selon lequel le président Gbagbo demandait qu'on recompte les voix. L'ensemble de la communauté internationale était contre lui. Les médias également. Donc pour moi, si le président Gbagbo avait perdu les élections et qu'à partir du moment où il avait toute la communauté internationale contre lui et que lui, il proposait qu'on recompte les voix, je ne voyais pas où était le problème. Pourquoi on ne voulait pas compter les voix, y compris en présence des caméras, même si ça ne se faisait pas à ce moment-là, ils auraient demandé exceptionnellement de faire venir toutes les caméras du monde entier pour compter les voix devant les caméras de télévision et humilier le président Gbagbo s'il a perdu les élections, mais dans le cas où il a gagné, eh bien, de le rétablir dans ses fonctions.
Dès que le président Gbagbo a demandé le recomptage des voix, le même jour, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, déclare que le recomptage des voix serait une injustice faite à M. Alassane Ouattara. Ce qui était attendu de lui, c'était d'appeler les différents membres, de s'asseoir et de chercher une solution au problème qui s'était posé. Il ne l'a pas fait. Yoon Jin-choi savait dans quel délai devait intervenir la proclamation des résultats provisoires par la CEI. 3 jours, selon les textes. Cela n'a pas été observé. Yoon Jin-choi savait donc que la CEI était hors délai pour proclamer un quelconque résultat provisoire. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Yoon Jin-choi, alors que le président de la CEI, qui a été incapable de donner les résultats dans les délais légaux, est allé au quartier général du candidat Alassane Ouattara pour proclamer des résultats tirés on ne sait d'où. Puisque ces résultats, jusqu'à aujourd'hui, ne sont fondés sur aucun procès verbal régulier de la Commission électorale indépendante. Rappelez que les élections ont été supervisées par un certain nombre d'observateurs qui étaient venus de différentes structures. L'Union africaine avait une délégation qui était dirigée par le Premier ministre Kofi Go, et la société civile africaine avait plusieurs organisations qui avaient envoyé des observateurs. L'Union européenne avait envoyé ses observateurs. Il y avait en tout 5 groupes d'observateurs qui ont quadrillé la plupart des bureaux de vote le jour des élections et qui ont fait des déclarations de presse en guise de rapport à la fin de leur mission. Aussi bien l'Union africaine que la société civile africaine, que le commissaire pour la coordination des experts électoraux africains, que les émissaires pour la promotion des élections crédibles en Afrique et l'Union africaine, toutes ces organisations ont dit que les élections au 2e tour n'étaient pas crédibles et qu'il appartient aux autorités ivoiriennes de prendre les mesures idoines dans ce cas d'espèce. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Donc malheureusement, l'Union européenne, dont les délégués ont été molestés pendant les élections, qui ont même dû affréter un avion pour aller les chercher, a, dans sa déclaration, dit que tout s'était très bien passé. C'est quand même un peu curieux, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Et ça amène à nous poser des questions sur quelles étaient certaines intentions. Imaginons même que certains aient pu penser que les officiers ivoiriens étaient partiaux. Mais il se trouve que l'Union africaine a constaté également les mêmes fraudes. Et dans le rapport de l'Union africaine, on va encore plus loin parce qu'on constate qu'il y a des gens qui ont été violentés, qu'il y a eu des massacres de population et qu'il y a eu les massacres des représentants ou des gens qui venaient voter pour le président Gbagbo et qu'en plus, il y a eu des femmes qui ont été violées. Bon, alors, on s'est retrouvé devant une situation qui était non seulement une situation d'illégalité du point de vue du processus électoral, donc des élections, et on s'est retrouvé devant une situation délictueuse du point de vue du droit pénal ivoirien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez surprenant qu'on n'ait jamais diligenté des poursuites contre les gens issus ou proches de la rébellion qui ont commis des viols pendant le processus électoral ou qui ont massacré des gens ou qui ont brutalisé les gens pendant le processus électoral, et que même après, la communauté internationale ne se soit jamais intéressée à ces actes criminels qui, à mon avis, auraient mérité au moins des poursuites sur le plan international. Donc, il y a eu une négation totale du droit ivoirien et du droit international dans le cadre de ce processus électoral, dans le cadre de ces élections présidentielles. Il faut savoir que dans le dépouillement, il y avait 2 systèmes de dépouillement. Il y avait le dépouillement électronique où les procès-verbaux
étaient scannés directement depuis le bureau de vote et étaient recueillis dans un centre informatique. Et donc les informations étaient rentrées dans l'ordinateur et en fonction des critères de validité, l'ordinateur retenait ou rejetait le procès verbal si ça respectait les normes. Eh bien, on avait constaté d'emblée, dès le premier jour du décompte électronique, que près de 2000 procès-verbaux étaient des faux procès-verbaux. C'est-à-dire, soit il n'y avait pas de sticker, parce que pour authentifier un procès-verbal, il faut un sticker qui est donné par l'administration électorale et qui permet de dire que ce procès-verbal-là est authentique. Ben, il y avait des milliers de procès-verbaux sans sticker. Ça veut dire que c'est des faux procès-verbaux qui ont été introduits dans le système. Il y avait aussi des résultats aberrants où le nombre de votants était largement supérieur au nombre d'électeurs. Et il y avait des cas même ridicules où même les représentants supposés du président Gbagbo n'ont même pas voté pour Laurent Gbagbo. Donc il y avait tellement de cas d'aberration que lorsque le dépouillement a commencé, et bien sûr les régions sud, il n'y avait eu aucun problème. Je vais vous faire remarquer que sur les 19 régions, il y a 14 régions dans le sud qui comportent 80% de l'électorat. Et vous avez 5 régions dans le nord et dans l'ouest qui comportent à peu près 20% de l'électorat. Mais sur les 80% de l'électorat, il n'y a eu aucun problème. Les dépouillements ont été faits, les procès-verbaux ont été validés et les résultats ont été consolidés. Mais sur les 5 autres régions, à partir de Bouaké jusque dans le nord, c'était impossible, compte tenu de l'ampleur de la fraude. Et donc la commission électorale indépendante n'a pas pu obtenir des résultats provisoires au terme des 3 jours légaux qui lui sont consacrés pour le décompte des voix. Et même au niveau du comptage électronique, eh bien, il n'y a que 60% des procès-verbaux qui ont été acceptés par, disons, l'ordinateur comme valables. Les 40 autres pourcents étaient des cas litigieux qu'il fallait, je dirais, envoyer pour examiner si c'était acceptable ou pas en commission électorale. Donc, lorsqu'on regarde le résultat du comptage manuel pour les 14 régions consolidées par tous les membres de la commission électorale indépendante, Gbagbo Laurent était en tête. Le comptage électronique, Gbagbo Laurent était en tête. Et c'est ces deux résultats-là, comptage électronique, comptage manuel, qui, au terme des 3 jours légaux de la commission électorale indépendante, ont été transmis au Conseil constitutionnel pour avis et validation, pour donner le résultat définitif. Donc, vous ne pouvez pas trouver dans l'administration un document officiel annonçant le résultat qui a été annoncé au QG de M. Ouattara et qui a été repris par la presse internationale. Le comptage électronique, lui, il s'en fichait. Si le procès verbal venait du nord ou de l'ouest, le comptage électronique, il prend tous les PV, on fait rentrer avec des critères bien définis. Si c'est acceptable, c'est oui. Si ce n'est pas acceptable, c'est non. C'est sûr, c'est ce que je dis, on ne l'a jamais laissé gouverner parce qu'on n'a jamais voulu qu'il applique son programme. Il avait un programme, enfin, on a dû vous en parler, l'assurance, la maladie universelle, l'assurance maladie, l'AMU universelle, l'école gratuite, le développement, la décentralisation, la responsabilisation des collectivités locales, la nouvelle politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, la politique des grands travaux. Mais vous savez, Nicoletta, c'est-à-dire que on ne prend que les 2 ou 3 dernières années de Gbagbo, mais il faut saisir que pendant de 2002, 2003 à 2006, 2007, c'était la guerre. C'est-à-dire que c'était terrible. Tout était absorbé, malheureusement, par les moyens de se défendre, les moyens militaires, financièrement parlant. C'est-à-dire qu'il fallait absolument l'empêcher de bouger, d'agir, et a fortiori de mettre en œuvre son programme. Quoi de mieux que de déstabiliser la Côte d'Ivoire? Et quoi de mieux ensuite de l'évincer en disant, vous voyez, on l'évince, il est parti, il faut qu'il parte, parce qu'il a été désavoué par le corps électoral. Alors tout le monde sait que ce désaveu du corps électoral, malheureusement, n'est pas confirmé, et il aurait été sans doute beaucoup plus solide, cet argument, si on avait procédé, qui était un minimum, à ce fameux recomptage, puisque les Nations Unies avaient tous les bulletins de vote. C'était pas compliqué, on l'a fait en Haïti, on l'a fait aux États-Unis d'Amérique. On a recompté. Vous vous souvenez pour l'élection présidentielle américaine?
président de la CEI, comme je l'ai indiqué, s'est retrouvé dans le QG du candidat de RHDP, a donné des chiffres dont lui seul il sait d'où ils proviennent, mais la CEI ne s'est pas réunie pour statuer sur le résultat définitif, sortir un procès verbal, bureau de vote par bureau de vote, département par département, région par région, pour qu'on puisse comprendre d'où sont venus les chiffres que le président de la CEI a proclamés tout seul. Les seuls résultats que nous avons, c'est ceux qui ont été donnés par le président du Conseil constitutionnel lorsqu'il a fini de regarder les requêtes en annulation et il a donné des résultats par département. Et c'est ça qui nous permet d'être convaincus que Laurent Gbagbo a effectivement gagné les élections. La deuxième chose, dans le cadre des anomalies, le bilan que nous avons fait, c'est que dans 2200 bureaux de vote, sur les 20 073 bureaux de vote qui couvraient l'ensemble du pays, donc dans 2200 bureaux de vote, sur les procès verbaux, il y a eu des anomalies. Ça fait 10% de l'ensemble des bureaux de vote. Alors, les anomalies sont de différents ordres. Le plus souvent, c'est le nombre d'inscrits qui est inférieur au nombre de votants. Quelquefois, c'est les signatures qui ne sont pas les mêmes, de la même personne. Quelquefois, c'est l'absence totale de signatures. Toutes sortes d'anomalies qui n'ont pu se faire que parce qu'on a chassé les représentants du candidat Laurent Gbagbo des bureaux de vote avec l'aide des forces qui étaient censées sécuriser les élections pour laisser libre cours au candidat du RHDP et qui, je rappelle, la commission électorale indépendante, sur la trentaine de membres qui la constituent, le président Laurent Gbagbo n'avait que 6 membres. La commission électorale, finalement, au niveau central et au niveau décentralisé, étant entièrement contrôlée par l'opposition, lorsque les candidats, les représentants de Laurent Gbagbo ont été chassés, évidemment, c'était libre cours à toutes sortes de fraudes que nous avons recensées et qui nous ont permis donc de demander en annulation les résultats de certaines élections. Il a violé la constitution ivoirienne à laquelle, selon les textes de la certification, il est soumis. Et la constitution ivoirienne donne compétence au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats définitifs. 1. Young Jin Choi n'aurait pas dû certifier avant que le Conseil constitutionnel ne donne les résultats définitifs. 2. Les résultats définitifs étant donnés, Young Jin Choi devrait dire si les résultats du Conseil constitutionnel sont contestés, il devrait faire le constat et chercher à régler, conformément à son mandat, le problème créé par cette contestation. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a certifié, il a persisté dans cette certification et c'est ainsi que nous avons eu droit à 2 proclamations. Une autoproclamation de victoire par Alassane Ouattara sur la base des faux résultats proclamés par le président de la CEI dans les conditions indiquées et les résultats proclamés officiellement par le Conseil constitutionnel donnant la victoire au président Laurent. Donc l'ensemble des étapes du déroulement du scrutin doivent être certifiées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le secrétaire général des Nations Unies ou son représentant en Côte d'Ivoire devrait dire que les résultats provisoires énoncés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires parce qu'ils n'ont pas été proclamés au siège de l'institution. Ils n'ont pas été proclamés en présence des 30 autres membres de la commission centrale. Ils n'ont pas été proclamés en présence des représentants des candidats. Donc la procédure de publication des résultats provisoires n'ayant pas été respectée, je ne certifie pas l'étape de la proclamation des résultats provisoires. Voilà en quoi cette certification pose problème et il est bon de dire, je me souviens que le président de l'Angola, à l'époque, avait même demandé qu'on puisse poursuivre Young Jin Choi, parce que c'est lui qui est la vraie cause de la crise post-électorale. Le rapport Kadio Didi, qui a été mis en place pour enquêter sur les suspicions de violation,
a indiqué que les auteurs de la crise ne sont pas à rechercher ailleurs, en dehors du président de la CEI et de Yoon Jin-choi, qui sont à la base d'une certification qui a servi de base à tout ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà, si vous voulez, comment, de façon, j'allais dire, importante, l'ONU, à travers son représentant spécial, a manipulé les élections, n'est-ce pas, pour aboutir à l'imposition d'Alassane Ouattara comme président. Le niveau de fraude a été énorme. Et ce n'est pas tellement le soutien à un homme, le soutien à Laurent Gbagbo qui m'a guidé. J'avais de la sympathie pour lui, mais ce qui m'a guidé ensuite, c'est le fait que les élections ont été manifestement truquées et que la communauté internationale, comme on dit à tort d'ailleurs, en particulier la France, a dit c'est réglé, allons-y, y compris par la force pour imposer ce résultat électoral. Que je regarde la crise dite post-électorale telle qu'elle s'est déroulée, et comme le disait le président Laurent Gbagbo lui-même, on ne peut pas comprendre pour un simple contentieux électoral dans un pays, des armées étrangères puissent s'engager et faire la guerre à un pays. Les forces de défense et de sécurité n'ont été en situation d'attaque. Elles ont été constamment attaquées, à la fois sur la ligne de front, qui a été érigée depuis 2002-2003, et sur le système de défense de la ville d'Abidjan, qui a été éprouvé jusqu'à ce que les rebelles arrivent et puissent prendre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si vous voulez, la France-Afrique, bien sûr, apparaît dans tous les domaines. Cette politique néocoloniale, bon, elle est toujours présente, hein. Moins forte qu'elle l'était, inévitablement, plus de 50 ans après les indépendances, mais c'est l'esprit qui reste. Dans tous les domaines, économiques, financiers, politiques, les votes aux Nations Unies, et plein de choses de ce genre. Ceci étant sur le plan militaire aussi, sauf que sur le plan militaire désormais, tout cela est placé sous l'égide des organisations internationales. Et alors quand on dit organisation internationale, bien sûr c'est l'ONU, qui est le chef, comme on dit, du commandement international. Mais derrière cela, il y a les organisations régionales. Et là, la France aussi a une influence. La CEDEAO, pardonnez-moi l'expression, c'est une organisation bidon. Il y a le Nigeria, Goodluck Jonathan, il était partout, présent, parce qu'il voulait être candidat, être comment dirais-je, élu. Donc il avait besoin, dans une élection où il y avait 100 morts par jour, il avait besoin de l'Occident qui le légitimerait après l'élection présidentielle l'année dernière. Et puis les autres, attendez, Blaise Compaoré qui est faiseur de paix, attendez, faiseur de démocratie, c'est grave. On a un monsieur qui est depuis 25 ans au pouvoir, et à qui on demande d'aller régler les problèmes de démocratie au Mali. Et lui qui était censé régler les problèmes de démocratie électorale en Côte d'Ivoire, alors qu'il a mis le feu, c'est le pyromane à qui on demande de se transformer en pompier. Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso était aussi médiateur de la crise ivoirienne. Donc voilà un médiateur, un ancien médiateur de la crise ivoirienne qui, au moment où les Ivoiriens sont en difficulté pour obtenir le résultat de l'élection présidentielle, ou en tout cas où on a une discussion ou un débat sur qui a gagné, qui a perdu les élections, l'ancien médiateur appelle le président français Nicolas Sarkozy, lui écrit une lettre lui demandant d'intervenir militairement contre le président démocratiquement élu qui est M. Gbagbo. Et il prend position pour Alassane Ouattara qui fut burkinabé, puisqu'il était burkinabé, et j'ai interprété cela comme un acte d'ingérence politique extrêmement grave dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal qu'un chef d'État africain, de surcroît membre de la CEDEAO, appelle la France pour qu'elle intervienne dans un conflit politique électoral de son voisin.
demander qu'on aille renverser M. Gbagbo, qui est en conflit électoral avec Alassane Ouattara, je ne trouvais pas ça ni très démocratique, ni très élégant de la part d'un ancien médiateur de la crise ivoirienne. La deuxième chose, c'est que la lettre qui va être adressée maintenant par M. Sarkozy le 25 février 2011 à M. Goodluck Jonathan, donc le président du Nigeria qui est à la tête de la CEDEAO, c'est pour lui dire qu'effectivement, la France est en train de prendre toutes les dispositions pour faire partir le président Gbagbo du pouvoir. Et on n'est plus dans un débat sur les élections, on est dans un débat sur la volonté de renverser un régime. Et il ajoute dans sa lettre, et c'est très intéressant, que ce dossier ivoirien, qui n'est pas très bien compris par le président sud-africain Jacob Zuma, doit faire l'objet de l'envoi d'un émissaire auprès de Zuma pour lui expliquer exactement ce qui se passe. Mais l'Afrique du Sud est impliquée dans la crise ivoirienne en 2004 par l'intermédiaire du président Thabo Mbeki qui a été médiateur. Et donc, si l'Afrique du Sud est impliquée dans la gestion de la crise ivoirienne, ça signifie que l'Afrique du Sud, en tout cas par les rapports diplomatiques qui sont mis à la disposition du président Zuma et par les éléments des services de renseignement sud-africains qui ont suivi cette crise, et surtout les laboratoires sud-africains ont effectivement rédigé des rapports sur le bombardement, les tirs de l'hôtel Ivoire. Donc le président Zuma a il a plusieurs sources à travers son pays pour comprendre exactement ce qui se passe dans la crise ivoirienne. Donc il n'a pas besoin à ce moment-là d'un émissaire de M. Sarkozy pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est très étonnant de constater que le président Sarkozy, lui, considère que le président Zuma n'a rien compris à la crise ivoirienne, et donc, comme il n'a rien compris, on va lui envoyer un émissaire français qui viendra lui expliquer, alors que le président Zuma a plusieurs Sud-Africains qui sont impliqués, soit comme médiateurs, soit comme experts dans le dossier sud-africain, dans le dossier de Côte d'Ivoire. Donc, cette lettre, pour moi, a été, si vous voulez, caractéristique de ce qui était le projet politique de M. Sarkozy, mais ça reflétait encore aussi l'état d'esprit du travail en duo que faisait Blaise Compaoré avec le président Sarkozy et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ces lettres, pour moi, démontrent très clairement qu'on n'était pas du tout dans une bataille post-électorale. Depuis le début, on était dans une volonté de renverser un régime. Donc, il fallait trouver le bon moment, le bon prétexte et les bons arguments pour pouvoir renverser le régime. Et donc, le bon moment, c'était les élections. Le bon prétexte, c'était le vote, qu'il fallait absolument que les élections se tiennent même sous un pays occupé, coupé en deux. Et le bon argument, c'était que, eh bien, ce n'était pas M. Gbagbo qui avait gagné les élections, c'était M. Alassane Ouattara, même si personne n'a voulu examiner ce qui s'est passé exactement dans le Nord en matière de fraude électorale. Donc, on avait tous les ingrédients réunis pour exécuter un coup d'État sans que les gens aient la possibilité de contester le coup d'État. Parce que c'est de ça qu'il était question. Et très peu de gens se sont retrouvés, parce qu'une fois que ça a été fait, la presse s'est mobilisée derrière l'argument de l'usurpation des élections par le président Gbagbo. Et donc, il n'y avait plus personne pour dire, avant de parler de ça, examinons avec précision tout ce qui s'est passé pendant les élections. Donc, le débat sur les fraudes électorales, sur les viols, sur l'exclusion des représentants d'un des partis, donc les représentants de la majorité présidentielle,
le fait que la rébellion n'a pas voulu désarmer jusqu'au moment des élections, tout ce débat-là a été complètement écarté pour ne parler précisément que du fait que M. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ça a été un travail remarquable du point de vue de la manipulation médiatique, et ça a été un travail tout à fait extraordinaire de la part de Nicolas Sarkozy, qui a obtenu un changement de régime dans la brutalité et la violence sans que les dirigeants africains aient eu leur mot à dire dans la gestion de ce dossier. Ou en tout cas, les dirigeants africains qui se sont prononcés, notamment M. Compaoré ou M. Goodluck Jonathan, se sont exprimés pour soutenir le coup d'État qui avait été décidé par Nicolas Sarkozy. Il y a une résistance qui se met en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, avec comme je le dis, la vraie République, c'est-à-dire celle dirigée par Laurent Gbagbo. Au niveau économique, vous voyez que les bailleurs de fonds coupent tout lien. On va même jusqu'à mettre l'embargo sur les médicaments. On va jusqu'à retirer la signature sur les livres comptes de la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA, donc une extension de la BCAO. Il y a tout un processus mis en place, si vous voulez, une armada confectionnée pour permettre à la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens de plonger plus bas que terre. Donc, il fallait, pour tenir le coup, vraiment s'organiser. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Charles Blé Goudé, qui malheureusement aujourd'hui est à la CPI et que je salue et que je respecte beaucoup. Ce monsieur a une fois de plus organisé la résistance au niveau de la jeunesse ivoirienne. Et vous avez constaté que, aux mains nues, nous avons essayé de défendre notre pays une énième fois, mais c'était hélas sans compter véritablement le fait que cette fois-ci, Nicolas Sarkozy et toute la communauté internationale avaient décidé de faire véritablement un passage en force, même sur le corps des Ivoiriens. Et il y a eu carnage à Abidjan. Il y a eu carnage pour permettre à Ouattara de s'installer au pouvoir. Dans un cadre républicain, dans un cadre purement républicain, il est, si vous voulez, le leader des jeunes patriotes. Il a un mouvement politique qu'on appelle l'Alliance des jeunes patriotes, qui est en plus un mouvement de lobby dont le COJEP faisait partie, le COJEP qui est son mouvement à lui. Donc, quand les jeunes vont le voir, pour dire général, il s'était proclamé général de la rue, mais c'est juste péjoratif. Quand ils disent général, on fait comment? Le pays a attaqué, il faut bien qu'on le défende. Il dit, mais vous ne pouvez pas défendre le pays en étant dans les milices et dans des composantes non reconnues, non conventionnelles. Je souhaite que vous allez vous faire enrôler dans l'armée ivoirienne de manière légale. Compte tenu de son aura et du fait que, d'une manière ou d'une autre, il avait ses entrées dans la République, il suffisait pour lui de voir les généraux pour leur dire « Ah, les enfants... » Puisque l'armée même avait besoin de recrutement, en fait. L'armée avait besoin de recrutement. C'était pour lui de galvaniser ces jeunes-là pour dire « Allez vous faire enrôler et que de manière légale, vous défendez votre pays. » Ce n'est pas constituer une milice. C'est pas constituer une milice. Moi, je veux dire, par exemple, que si vous, madame les journalistes, vous avez votre pays est attaqué, que vous avez un jeune frère qui est là, et que l'armée a besoin de bras valides, vous allez lui dire, mais va t'enrôler dans l'armée, puisque le pays a besoin d'être défendu. Cela a existé partout dans le monde. On a fait, je ne sais pas, je n'ai pas les thèmes militaires, mais parfois il y a eu la réquisition sur tous les plans. La réquisition humaine, la réquisition alimentaire, la réquisition matérielle. Le ministère de la Santé passe régulièrement des contrats avec l'Union européenne. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a respecté ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, c'était à l'Union européenne maintenant de respecter, elle, son engagement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire en fournissant les médicaments et le matériel médical à la Côte d'Ivoire. La commande avait été faite et tout, etc. Le bateau, ce qui est grave, c'est que le bateau qui était chargé de la commande ivoirienne
venait livrer les médicaments en Côte d'Ivoire, il était sur la mer. Lorsque l'embargo a été lancé. Et lorsque l'embargo a été lancé, le navire qui transportait la commande ivoirienne de médicaments a été détourné sur Dakar. Vous dites non, vous n'allez plus en Côte d'Ivoire, mais vous allez à Dakar pour décharger les médicaments que la Côte d'Ivoire a commandés sur Dakar. Et à partir de Dakar, certainement que c'est revenu en Europe. Ça, je ne sais plus quelle trajectoire les médicaments ont suivi, mais ce que je sais, c'est que les médicaments ne sont plus arrivés à Abidjan. Alors pendant ce laps de temps, vous vous rendez compte? Il y avait rupture de médicaments. Les gens qui étaient blessés, qu'on amenait dans les hôpitaux, on ne pouvait plus les soigner. Les gens qui étaient malades, on ne pouvait pas les soigner. Les officines qui étaient servies par rapport à cette commande de médicaments n'avaient plus de médicaments. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un crime contre l'humanité, ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'abominable qui a été fait à la Côte d'Ivoire. Et cette période-là, il faudrait bien qu'un jour, on puisse ouvrir une enquête, qu'on puisse en parler et que les coupables là répondent de leur acte, parce que ce n'est pas normal. Comme toujours, ce sont ces médias internationaux, radio et télévision, financés par le ministère des Affaires étrangères, qui sont financés sur le budget national. Ce sont ces médias, vous le savez comme moi, qui donnent le ton. Et l'autre, la presse française, elle est suiviste. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, elle suit généralement la ligne officielle du pouvoir. France 24, RFI, France 24, c'est du matraquage. Franchement, c'est du matraquage. La presse française en Afrique, notamment en couvrant les événements en Afrique, c'est que ces journalistes deviennent des acteurs. Ce ne sont plus des observateurs. Ce sont des acteurs. Ils ont leur parti pris. C'est connu, enfin, ce salaud, la rédactrice en chef. Il faut le dire, tout le monde le sait. Il faut une des grandes rédactrices en chef, patronne de la rédaction d'RFI, a dansé le jour où Gbagbo a été abattu, sorti, a dansé dans son bureau, sous les yeux d'un certain nombre de journalistes, ravie, heureuse qu'elle était. Je crois qu'il faut le dire, je le lâche, pardonnez-moi, mais c'est rapporté par un journaliste intérieur qui était accablé en voyant ça. Tout le monde sait qu'il y avait des anti-Gbagbo, mais primaires, un paquet. C'est nul. C'est simplement, bon, c'est comme ça, parce que c'est l'Afrique, parce qu'on est des chefs, hein, et vous entendez un journaliste, pardonnez-moi, un petit journaleux parfois, dire « j'aurai sa peau ». Sa peau politique, bien évidemment. Alors on y va. C'est ça la France-Afrique, ma chère. J'ai envie de dire, c'est plus ça que les voyous qui prennent de l'argent, qui vont. Vous les verrez toujours, ceux-là. Mais ceux qui distillent cette information et qui agissent de manière aussi unilatérale et grotesque, ceux-là, ce sont les véritables pourfondeurs, j'ai envie de dire, de la morale politique. Il y a quelques mois, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion. On arrivait aux abords du 11 avril 2012, donc un an après la fin du coup d'État et la chute de Gbagbo. Ça faisait 10 ans que le titre existait. On a monté une espèce de coup, un numéro qui à la fois est sorti ici en France, mais qui est sorti aussi en Côte d'Ivoire, mais sous l'appellation Nouveau Courrier. Ici, à la place, il y avait écrit Nouveau Courrier, qui est donc le quotidien phare avec notre voix de la presse dite bleue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse plutôt pro-Gbagbo. Et c'est exactement le même contenu, puisqu'il a été coproduit rédactionnellement par le Nouveau Courrier et le Gris-Gris. Simplement, en l'appelant Nouveau Courrier, on permettait de le sortir en Côte d'Ivoire et d'être vendu normalement. Alors il a quand même reçu un blâme. Oui, on a toujours des trophées quand même. Alors le blâme, c'est en plus paradoxalement, c'est à cause des propos d'un politologue français, Michel Galli, qui a appelé l'accession au pouvoir de Ouattara le coup d'État franco-onusien. Et le Conseil national de la presse ivoirienne a infligé un blâme au Nouveau Courrier pour cette expression, et donc au Gris-Gris aussi, hein, nous sommes solidaires dans la douleur. Et puis, il y a sur Internet des choses sur lesquelles on tombe qui ne souffrent pas de discussion. Je veux dire qu'il y a ici, le 8 décembre 2010, l'AFP annonce que l'Afrique du Sud lâche Gbagbo. C'est-à-dire, le 20 mars, Zuma est à Abidjan, où il réaffirme que d'après lui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ça ne dérange pas l'AFP. Ici, on a
là c'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est Paris Match. En tout début de crise, dans les premiers jours de décembre, il n'y a pas encore véritablement d'affrontement. Pour pouvoir jouer sur ces logiques d'affrontement, de violence, pour pouvoir titrer Gbagbo-Ouattara le face-à-face armé, alors que leur article dit que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'affrontement. Mais pour pouvoir étayer ce titre qui les excite, ils vont chercher une photo où on voit des gens qui manifestement s'affrontent dans la rue. C'est une photo qui date de janvier 2010. C'est même écrit sur le... J'ai pas fait d'enquête, hein, j'ai trouvé ça sur leur site. Mais ils l'utilisent sans vergogne pour prouver, pour attester de ce qu'ils disent 10 mois plus tard. Ici, ça c'est assez drôle et macabre. En octobre 2010, soit 2 mois avant les élections, l'ONUCI a fait passer un appel d'offres pour trouver des entreprises spécialisées dans les questions mortuaires, la fabrication de cercueils, etc. On se demande bien pourquoi l'ONUCI, 1 mois et demi avant l'élection ivoirienne, cherche à acheter des cercueils. On pourra peut-être qu'un jour ils nous diront. On a ici le JDD, le journal du dimanche, un des fleurons de la presse française, un des plus achetés, qui nous dit « La France doit-elle intervenir pour imposer Ouattara au pouvoir ?» Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte, c'était un sondage qu'ils faisaient auprès de leurs lecteurs, ils ne se rendent même pas compte que l'intitulé même de la question est injurieux. C'est illégal, je veux dire que la France n'a pas à imposer qui que ce soit, et on n'a pas besoin de l'opinion des Français sur cette question. On a, par exemple, ici, bien sûr, le point dont je vous parlais tout à l'heure, la Suisse bloque d'éventuels fonds de Gbagbo. Ça, c'est mon préféré, c'est le chef-d'œuvre. On a mars 2011, Human Rights Watch, financé par George Soros, qui prêta un avion de campagne à Ouattara, et qu'on retrouve Human Rights Watch impliqué en Libye et en Syrie, toujours dans le rôle du menteur, qui eux disent, alors, les ONG sont les nouvelles, le Grigri dit, les ONG sont les nouvelles informatrices. Parfois préposées à la déstabilisation par campagne de presse, Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars de l'affairiste international et notoire ennemi des États et des frontières, George Soros. Soros a aussi prêté un avion pour sa campagne à Ouattara. Human Rights Watch titre « Les exactions commises par les forces de Gbagbo s'apparentent à des crimes contre l'humanité ». Puis, en sous-titre, « Alors que la crise s'aggrave, les deux camps se rendent coupables de graves abus ». Donc le sous-titre est honnête, enfin relativement équilibré. Le titre, lui, n'incrimine que les Gbagbo. Et c'est en permanent. Là, c'est une sélection, on en a pris 9. On pouvait faire chaque jour 20 captures. Tous les journaux de iTélé, de BFM ont été mensongers, ont omis de rappeler des faits en permanence. C'est-à-dire que le strict minimum, le vadémécum journalistique n'a jamais été respecté. C'est-à-dire qu'on va dire que Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, est un proche de Gbagbo, ce qui est faux, historiquement et humainement. Il a été mis là pour des raisons beaucoup plus géographiques et politiques que par proximité avec Gbagbo lui-même. Mais on n'a jamais dit que la commission électorale indépendante était dans sa composition à 80% ouattariste. Jamais un média français ne l'a dit. Toutes ces choses que normalement on doit, quand on est un journaliste, rapporter systématiquement, amener des correctifs. Moi, à partir du 29 novembre, tous les jours, on me disait, parce que des SMS d'intox circulaient qui disaient « Ouattara gagne, Ouattara gagne », à partir du 29 novembre, moi je répondais à tout le monde, j'attends la décision du Conseil constitutionnel, c'est lui qui dit le droit. C'est lui qui donne la décision finale. Ça n'a jamais été respecté. On n'a jamais pensé qu'il y avait un État en Côte d'Ivoire, qu'il y avait des institutions auxquelles les gens se référaient, auxquelles les gens croyaient. Parce qu'on ne pense pas qu'il y a de la politique réellement. Vous savez tout ce qu'on déclenche? Des ONG avaient accusé le président Laurent Gbagbo de charnier dès 2010. Mais plus grave, c'est l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a mis sur son site internet qu'il y avait des charniers en Côte d'Ivoire dans une zone que le gouvernement leur empêchait d'avoir accès à cette zone. Donc, un ancien député norvégien, Lars Ries, qui a été député au Parlement européen, il a été choqué qu'au XXIe siècle, il y ait des charniers sur une partie d'un territoire et qu'un État refuse à l'ONU d'y avoir accès. Il a payé son avion, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ce que les autorités ivoiriennes, notamment le ministre de l'Intérieur, le président Laurent Gbagbo, l'autorisent à aller visiter les sites qui ont été indiqués par l'ONUCI.
il a été autorisé, encadré. Et il est allé à l'ONUCI pour prendre les agents de l'ONUCI pour dire, allons sur le site, je viens d'obtenir les autorisations pour visiter les sites. Et l'ONUCI lui dit non, il n'y a pas de site. On nous a demandé de mettre ça sur Internet qu'il y a des charniers. Mais comment ça? Ce député norvégien, Lazaris, a tellement été outré qu'il a fait une conférence de presse pour dénoncer cette cabale. Comment peut-on accuser le gouvernement du président Laurent Gbagbo de constituer des charniers? Et qui accuse le président Laurent Gbagbo, c'est l'ONU. Et l'ONU indique que non, il n'est rien, mais nous avons mis ça sur nos sites. Exactement comme les avions biélorusses. On a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir obtenu par la Biélorussie une livraison d'armes et de munitions. Et ça, c'est encore l'ONU. Lorsque la Côte d'Ivoire a protesté, que l'ONU a fait son enquête, il n'en était rien. L'ONU a préféré présenter ses excuses à la Biélorussie et non à la Côte d'Ivoire, qui, elle, avait protesté. Qui a produit ce rapport à l'ONU pour indiquer que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement avaient reçu des armes? Nous étions en situation de défense. Nous étions constamment attaqués et notre problème, c'était de contenir l'attaque pour donner une chance à la paix. Et ça a été vraiment la seule stratégie. C'est pour ça que j'indique l'état de nécessité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de contenir, de retarder pour que la discussion politique puisse aboutir. Donc, tous ceux qui ont accusé le président Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne d'avoir fomenté des charniers, l'ONUCI notamment, n'ont pas pu prouver les éléments de leurs accusations. Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne n'ont jamais constitué des charniers. Aujourd'hui, l'on parle de CPI. Et on déporte quelqu'un qui était dans son palais, qui n'a pas demandé à son armée d'attaquer, qui a été attaqué, qui a une armée régulière qui a riposté. On a amené des mercenaires, on a amené l'ONU, les soldats de l'ONU qui ont combattu, des soldats français, militaires français qui ont combattu pour enlever quelqu'un. Juste à côté, à l'ouest, les hommes de M. Soro Guillaume et Ouattara arrivent dans une ville, d'Uekwe, où se trouvent à 500 mètres des ONG, la Croix-Rouge et autres, où toute une nuit, la ville est encerclée, où se trouvent à 500 mètres des soldats de l'ONU. On encercle une ville, la ville. On fait sortir tous les jeunes, près de 1000, dont on demande les pièces d'identité pour voir de quelle ethnie vous appartenez. Ceux dont l'ethnie ont soutenu Gbagbo, près de 1000, ont été exécutés froidement. Je le dis parce que le rapport de la Croix-Rouge est clair. Madame, pourquoi cette scène-là, où il y a eu 1000 personnes qui ont été exécutées, pourquoi cette scène-là ne fait pas la une du monde entier quand on parle de CPI? Pourquoi les auteurs de cette scène-là, les auteurs de ces crimes-là, n'ont pas fait la une des journaux occidentaux? Madame, il s'agit de 1000 personnes, de près de 1000 personnes. La Croix-Rouge a été claire. Que c'est les hommes de Soro Guillaume qui ont pris la ville. Dans la nuit jusqu'au matin, ils ont fait un rapport. Expliquez-moi, pourquoi ces crimes, près de 1000 jeunes ont été exécutés dans toute une nuit? Les images sont là. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ces pro-Gbagbo qui ont été exécutés, la personne n'en parle? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui est devant la CPI. Expliquez-moi. Que fait Gbagbo à la CPI? Quand on parle de crimes contre l'humanité, madame, alors ça, c'est un crime contre l'humanité. Il y en a au moins 1000 qui ont été exécutés toute une nuit par les hommes de Soro Guillaume et de M. Ouattara. Mais non. On met un blackout. Ça n'a rien à voir avec la CPI. Non. On veut casser du Gbagbo parce que ces idées expansionnistes peuvent prendre toute l'Afrique.
Donc il faut forcément le condamner. Dans une société soi-disant ouverte, comme dirait Georges Soros, une société de la transparence médiatique, il y a des épisodes coloniaux où on ne sait pas encore, je ne me prononcerai pas par exemple sur ce qui s'est passé à Bouaké, les 10 morts et les 30 blessés français, les 60 et plus morts ivoiriens à Abidjan et les 1000 ou 2000 blessés. Hein. Il y a une sorte d'omerta, de, comment vous dites, caméra oscura, là, hein, de chambre noire, hein, où par exemple en 2011, en avril 2011, on ne s'y est toujours pas le nombre de victimes des forces pro-Ouattara d'un côté, FRCI et Dozo à Abidjan dans l'intérieur du pays, et même des morts des bombardements franco-onusiens hein, sur, je rappelle, la résidence, la présidence, les camps habités comme Akwedo et Agban, jusqu'à un CHU ou un supermarché ou des cités universitaires. On ne sait pas combien il y a eu de morts et de blessés. Alors ceux qui le savent, hein, c'est peut-être votre prochaine investigation, c'est la Croix-Rouge ivoirienne et le CICR à Paris et à Genève qui ont les chiffres mais qui ne veulent pas les donner parce que c'est des chiffres ultra sensibles. Le président Gbagbo avait demandé qu'une enquête soit faite pour situer justement les responsabilités. D'abord pour voir le nombre de personnes qui ont péri pendant cette période tragique et puis ensuite pour situer les responsabilités. Malheureusement, l'enquête n'a pas pu aller jusqu'à son terme puisque le président Gbagbo a été arrêté. La ministre de la Santé qui était chargée de faire ces investigations, elle aussi, elle a été arrêtée et on l'a emprisonnée dans le nord de la Côte d'Ivoire voilà, pendant des mois entiers sans jugement. L'Union africaine a saisi le gouvernement et a saisi M. Ouattara. Le 26 mars 2011, pour dire que M. José Brito, qui est du Cap-Vert, a été désigné pour donc aider à trouver une solution pacifique. Et les discussions sous l'arbitrage de M. José Brito devraient démarrer le 5 avril à Addis Abeba. Et c'est le 28 mars que M. Sarkozy et M. Ouattara décident, au lieu d'attendre que l'initiative de l'Union africaine aille jusqu'à son aboutissement, décide d'attaquer la Côte d'Ivoire et de nous faire la guerre telle qu'elle a été faite. Je ne vous apprends rien. Le 3 et 4 avril 2011, la Lucon est arrivée avec 4 Transvaal, avec 300 mercenaires anti-griffes, mais 300 forces d'élite qu'on appelle la Légion étrangère, débarqués avec du matériel lourd sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et ils ont neutralisé le personnel de la tour de contrôle, ils ont installé leurs propres militaires et ils ont fait atterrir leurs avions et ils ont encerclé, mis dans une maison les gendarmes et policiers ivoiriens qui assuraient la sécurité. Et durant toute la période de bombardement de la présidente de la République et des sites sensibles de l'État, la France était aux premières lignes. Et c'est encore la France qui a encadré les rebelles pour prendre Laurent Gbagbo. Ça rejoint bien ce que je viens de dire sur l'université, parce qu'il y a des symboles auxquels le pouvoir, enfin, le système amalgamé qui a amené M. Ouattara au pouvoir, il y a des symboles qu'ils ont attaqués. Les universités. D'abord, c'est des lieux normaux, hein, dans la situation normale d'un pays, c'est des lieux de contestation, c'est normal. C'est les lieux où on réfléchit sur les questions de société, où il y a des problèmes, des jeunes qu'on forme dans des conditions difficiles. Donc, il y a beaucoup de revendications d'étudiants, d'enseignants, mais également de personnel administratif par rapport à leurs conditions de travail. Donc, c'est les premiers symboles qu'ils ont attaqués, sous prétexte qu'il y avait les milices de Gbagbo sur le campus. L'université d'Aboba, par exemple, ils se sont attaqués en premier à quoi? Au service informatique et puis au service de la scolarité. C'est tout un symbole. Qu'est-ce qu'on vise? C'est la mémoire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces étudiants? Qu'est-ce qu'il en est des armes qui étaient sur le campus? Il n'y a pas eu d'enquête. L'ONUCI qui est prête à faire des enquêtes pour tout, mais on aurait pu faire une enquête sur les universités qui ont été bombardées. Dans quel pays on bombarde les universités impunément? On ne sait pas pourquoi. L'université, ce n'est pas des bases militaires.
On n'a pas fait d'enquête. On n'en parle plus. La France a financé la reconstruction des universités. Parce que quand les derniers moments pour faire l'assaut sur la résidence du président, bon, il faut savoir que le président, il y avait quand même un bouclier humain. Il y avait des jeunes patriotes qui avaient constitué un bouclier humain. Donc tous ceux-là, mais ils n'ont pas fait dans le détail quand les chars avançaient. Il y avait plus de 80 chars de la LICON et de l'ONUCI qui se sont dirigés vers la résidence du président. Donc dans le cortège, parce que, bon, attends, ils ne faisaient pas un défilé du 14 juillet, hein. C'était la guerre. Donc tout ce qu'ils trouvaient, ils tiraient dessus. Et donc pour ne pas laisser de traces, ces camions-là, leur rôle c'était ça. Pour ne pas laisser de traces, ils ramassaient les corps en même temps. Et une chose étrange, ce jour-là, je saute dans mon taxi dans le 13e allant à l'aéroport. Le téléphone sonne, c'est Alpha Blondy. Il me dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Je dis, oui, je suis dans le taxi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il me dit, ne va pas, faut pas y aller, tu vas être un otage, ne le fais pas, grand frère. Il m'a parlé de là jusqu'à l'aéroport, il essayait de me convaincre de ne pas partir. Mais moi, je suis toujours dans le positif, je suis très optimiste. Ça peut même m'amener 2 fois aveugle, mais non. Et puis, à la limite, ce qui arrivera, arrivera. Mais j'avais des familles entières au Palais de la Culture qui attendaient d'être payées. Donc, il fallait que j'aille m'occuper d'eux. Si ça, c'était simplement personnel. Mais je crois qu'on ne m'en aurait pas voulu sur le plan administratif que je ne vienne pas. Mais on n'abandonne pas un navire de cette manière-là. Voilà, mais voilà, donc otage. Et je suis dans la même rue que la résidence. Je suis à quelques 400 mètres de la résidence. Et devant chez moi est devenu, toute la rue est devenue un champ de bataille. Les gens sont là, les armes sont là, les blindés sont là. Même pour aller manger un morceau, il faut que les militaires aient pitié, comme je bouge. Je prends mon crayon, qui est ma caméra, je filme. Et les boucliers humains, quand arrive le 10, je suis devant l'entrée. Il y a cet hélicoptère qui me vise bien et paf, je rentre dans un endroit, il explose. Tout le monde est mort, découpé. C'est le seul qui sort indemne de ça. Encore, et je vais passer la nuit du 10 au 11 dans ce bunker où je croyais aller trouver un petit refuge pour que, si je rendais l'âme dans les heures qui viennent, mon épouse et ma famille aient un corps au complet. Eh bien, je vais vivre le bombardement toute la nuit pour finir devant des Africains qui me maltraitent encore, des frères ivoiriens à moi, peut-être des neveux à moi, alors que j'étais déjà blessé, que mon image avait fait le tour du monde. Non, je vais m'achever carrément. Et je perds connaissance, je me trouve dans la forêt assis devant un peloton d'exécution, des gens avec des fusils pointés sur moi et à ma droite des corps alignés. Et là, ces 3 Français blonds, sous leur casque et gilets, qui sont là, interposés entre des frères ou des fils ivoiriens et moi, disant, ce monsieur ne laisse pas là, un type qui dégouline de sang, qu'est-ce qu'on en fait? C'est eux qui vont me sauver la vie. Vous voyez, mais tous ces moments que je vis, j'aurais aimé que ce soit simplement un cauchemar qui passe. M'ayant retrouvé, parce que vous savez, j'étais avec le président à la résidence, quand nous sommes sortis, c'est là qu'on nous a bastonnés. Alors, quand je regarde les gens, je vois la haine dans les yeux. Je vous l'ai dit, je disais, quand j'étais en prison, qu'on était auditionné par le juge, je lui disais, je dis, monsieur le juge, je ne comprends pas. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne me l'a expliqué. Cette hargne, cette haine dans les yeux de ceux qui étaient en face de nous, ces jeunes gens, avec des armes. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, je me posais la question.
qui vous bastonnaient, qui vous chutaient, qui vous insultaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire devant ma fille? Elle alors, elle aussi. On a subi tout ça jusqu'au Golfe. Quand on est arrivé à l'hôtel du Golfe, je me suis dit, ouf, on va rentrer dans le hall, ça ira. Mais quand on est rentré dans le hall, j'ai subi justement aussi, je voulais aller, parce que les gens de l'ONU ici étaient là, je voulais aller sur un, il y a un qui était habillé justement en ONU qui m'a poussé. J'ai vu des femmes arrêtées là, j'ai dit, bon, c'était des femmes, peut-être qu'elles au moins, elles ont cœur. Mais il y a une qui a levé sa paire de chaussures pour me gifler, j'ai fait ça. Ah oui. Mais j'en ris. Et puis quand, après réflexion, après méditation, j'ai dit, mais c'est de pauvres gens. C'est de pauvres gens. Mais j'ai pitié. Et je ne sais vraiment pas ce qu'on leur a mis dans la tête pour manifester cette haine, cette hargne sur nous. Pourquoi? Mais quand je suis rentré, quand on nous a fait rentrer dans la chambre, on était 12, nous étions 12 dans la petite chambre du Golfe là. C'est fini. C'est fini. Non, c'est fini. J'ai dit, Dieu merci, je ne suis pas morte. Mais ils m'ont tellement bastonné, humilié, mais n'eût été une combinaison que j'avais en dessous de mon boubou, mais j'étais nue, parce qu'ils ont déchiré, j'étais partie. J'aurais été nue. Et j'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Qu'est-ce qui se passe? Et on est resté confinés à 12 ou 13, là, dans cette chambre pendant 9 jours. Mais on m'a tellement malmené que j'avais des blessures sur la cuisse que je n'ai même pas senti. Je ne sentais pas la douleur. Il a fallu que je me couche là, et puis je voyais que je saignais. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et 9 jours après, maintenant, bon, et parce que moi je disais, je vais rentrer chez moi. Parce que jusque-là, je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais rentrer à la maison. Quand le Soro est venu, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, parce qu'il était, je suis notre Premier ministre, monsieur le Premier ministre, je vais aller chez moi. Il dit, chez toi où? J'ai dit, chez moi à la maison, à la Riviera. Il dit, non, il y a l'insécurité. Il dit, quelle insécurité? Bon, si je ne peux pas aller chez moi à la Riviera, je vais aller à Beaunois chez moi. Il dit, de Bassam jusqu'à Noé, vous ne pouvez pas passer, il y a l'insécurité. Bon, d'accord, on va voir. Et c'est après qu'on est venu, bon, comme il y a vos camarades là qui ont demandé à l'ONU ici de les sécuriser, ils sont à la pergola, vous allez partir là-bas. J'allais à la pergola pour me faire sécuriser. C'était en avril. En juin, on vient me dire que je suis inculpé. Au départ, on a appelé des parents qui sont venus parce qu'on n'avait plus rien, qui nous envoyaient des choses et tout ça. Et puis après, on nous dit, vous êtes inculpé. Et c'est comme ça que ça... Vous n'avez plus le droit au téléphone, vous n'avez plus le droit aux visites. À la pergola, on était déjà en prison. C'est mon Dieu qui est fort. C'est mon Dieu. Vous demandez la grâce du pardon, il vous donne le pardon. Il me donne de pardonner à tous ces gens-là. Je leur ai pardonné. Parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Mais si j'ai de la haine dans mon cœur, mais je ne dors pas. Je souffre. Je n'ai pas besoin de souffrir. Je ne veux même pas souffrir. Je veux aimer. Ah, c'était tendu. C'était tendu parce que à tout moment, on pouvait recevoir une balle. À tout moment, on pouvait... Bon, comme c'était le travail, c'était à cause du travail qu'on était là. Donc, chacun faisait de son mieux. Quand j'étais à la résidence du PR, quand les premiers bombardements ont commencé, le président, c'est où la balle, excusez-moi, c'est où les obus tombent là, il va. Il était en t-shirt. Le président? Oui, il était en t-shirt. C'est où les obus tombent là. C'est là-bas, il s'en va. Et après, au troisième, quatrième jour, et puis bon, je vais vous dire, les gars parlent de blocus. Bunker, il n'y a pas de bunker, il n'y a pas de bunker là-bas.
À la résidence, il n'y a pas de bunker. C'est le sous-sol. Et on était au premier sous-sol quand les Blancs ont bombardé le tunnel, parce qu'ils avaient fermé le tunnel. Les Blancs sont venus, ils ont bombardé le tunnel. C'est comme ça que le président nous a dit on n'a qu'à descendre au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol, là-bas, ils ont mis de la fumée noire pour nous tuer, nous tous. Là-bas, on ne peut pas respirer. Donc, vers 10 h, le président nous a dit bon, on n'a qu'à remonter. Quand on est remonté, tout le monde était noir. Il dit bon, allez vous laver, on va déjeuner. Tout le monde s'est lavé. On est allé dans, comment on appelle? Il y a une salle là-bas, on appelle salle des ministres. On était en train, ils ont fait la table où on devait déjeuner. Les Blancs sont passés par derrière avec les Mi-24. Pardon, l'ONUCI. Là, cette fois-ci, c'était l'ONUCI. Ils sont passés par derrière avec un Mi-24. Ils ont lancé un obus. L'obus nous a tous dépassés et ça allait dans sa chambre. Oui, ça allait dans la chambre du président. C'est comme ça le président a dit, bon, ceux qui sont dans ma famille n'ont qu'à partir. Mais tu ne pouvais pas sortir de la résidence. C'était rempli de corps, rempli de corps. On était obligé de passer sur les corps pour sortir. Le président ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les snipers à l'ambassade de France. Le président ne pouvait pas sortir. Le jour où le président a mis pied dehors, il accompagnait Gourou. Gourou, c'est un militaire, c'est lui qui était le chef des opérations. Quand il accompagnait Gourou, dès qu'il a mis le nez dehors, les Blancs étaient à la résidence de France là-bas, les snipers. Ils ont tiré sur le militaire. Le militaire est mort. Il y a les FRC qui sont venus chez moi, ils ont tapé, j'ai ouvert. Ils disent on est venu prendre le matériel. J'ai dit bon, ça y est là. Ils rentrent pour prendre le matériel, c'est ma fille, ils veulent violer. Donc je me suis battu avec eux. C'est comme ça ils m'ont pris, ils m'ont dévalisé la maison. Ils m'ont mis dans le coffre de ma voiture. On m'amène au golf. Mais arrivé au golf, là, c'était l'enfer. Hein? C'était l'enfer. Tu vois cette dent-là? Ça vient de ma bouche. À force de me frapper, ma dent est sortie. Il y a un colonel de la Licorne qui est venu. Parce que quand on nous a amenés au golf, ils nous ont mis dans les, comment on appelle, au bar. Bon, c'est le bar qui était notre prison. Je crois 10 minutes après, le blanc est venu. Il dit qui est Serge Bogué? Il dit c'est moi. Il m'a pris de côté. Il m'a demandé si je n'ai pas filmé les événements. Il dit non, j'ai rien filmé. Et il a dit aux gens, ramenez-le chez lui. Donc on me prend, on me met encore dans le coffre de la voiture. On me ramène chez moi. Ils prennent, j'avais 5 ordinateurs, ils ont tout pris. Tout, les disques du tout. On me prend, on retourne. Le même colonel qui revient, qui check. Et puis il me dit, ça c'est quoi? Ah, je ne connais même pas son nom. Il me dit, mais ça c'est quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as rien filmé? Il a pris. Donc je fais 18 jours comment on appelle, au golf. Le 19e jour, on ne sait même pas où on partait. On a atterri, c'est à Bouna. Et on nous met en prison. En tant que moi, je suis diabétique. Quand je rentrais, ils ont pris mes médicaments, ils ont jeté. Ils ont jeté mes médicaments. Donc j'ai fait 8 mois là-bas sans médicaments. Le 11 avril a été extrêmement pénible. Moi, ministre de la Défense, j'ai été informé par le commandant supérieur de la gendarmerie de ce que des chars de l'armée française encadraient des rebelles du MPCI et faisaient mouvement vers la résidence du président Laurent Gbagbo. L'ensemble de nos dispositifs de défense
avait été détruit par l'armée française elle-même du 4 au 10 avril. Et l'armée française était appuyée par les hélicoptères de l'ONUCI. Or, dans la résolution onusienne, c'est la France qui constitue une force d'appui de l'ONUCI, et non le contraire. Dans la mise en œuvre du dispositif qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'est plutôt la France qui était en première ligne, et puis l'ONUCI jouait les encadreurs. Donc, c'est ce détachement de chars de l'armée française qui a encadré des rebelles du MPCI qui ont fait irruption dans la maison qui avait été bombardée pendant une semaine et qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Et puis les Nations Unies. Tout le monde sait qu'à côté des Nations Unies, Nicoletta, il y a des troupes africaines qui ont participé. À quel titre? En dehors des contingents, burkinabés, sénégalais, béninois, enfin tout ça va se savoir. Au Sénégal, il va y avoir une enquête. Il est question d'aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quels militaires qui sont intervenus en dehors? Parce qu'il y avait des militaires, un contingent sénégalais au sein de l'ONUCI, mais il paraît qu'il y en avait d'autres. À quel titre ils sont intervenus? Tout ça doit se savoir. Nos geôliers de Bouna, parce que les premiers mois étaient difficiles, très durs même. Bon, parce que, je l'ai dit dans l'ouvrage, quand on arrivait, on a été présentés comme des mercenaires libériens que le président Gbagbo avait recrutés. Nous 7, nous étions des Libériens. Bon, Michel, qui est métis, lui, on l'a assimilé à un Angolais, donc il y avait des Libériens et un mercenaire angolais que Gbagbo avait recruté pour tuer les enfants des gens. C'est comme ça qu'on nous a présentés. Oui, ils l'ont su plus tard. Ils ont su plus tard, parce qu'on est arrivé une nuit, hein, on est arrivé à 4h, 5h du matin, et puis bon, on nous a amenés en prison. Donc, je veux dire, dans cette ambiance, les jeunes, nos geôliers, ils étaient très durs. Bon, ils ont eu des consignes au départ, mais après quand même 2 ou 3 mois, ils se sont habitués à nous, et puis on a raconté un peu notre histoire. Donc, ils savaient plus ou moins. Donc, ils se sont ouverts à nous. Donc, on a vu. C'est des jeunes qui n'avaient plus à manger. Ils n'avaient plus à manger. Et donc, c'est ce que nous mangions qu'ils attendaient qu'on finisse de manger, parce que, je l'ai dit aussi, on nous a nourris, je crois, pendant 1 ou 2 semaines maximum. Après, ils nous ont dit qu'ils n'ont plus de sous pour nous nourrir, donc on devait se débrouiller. Heureusement qu'il y avait dehors de bonne volonté qui nous ont soutenus. Et c'est avec cet argent-là qu'on les nourrissait également, qu'on les soignait, eux aussi. Dans l'invasion de la Côte d'Ivoire par tous les mercenaires, tous les bandits de tout Akabi, ce qu'on a promis aux jeunes dans certains villages du Nord, c'est que si M. Alassane prend le pouvoir, ils peuvent obtenir le poste qu'ils veulent. Ceux qui veulent être gendarmes, c'est les promesses qu'on leur a faites. Voilà. Donc, dans ces promesses-là, on a pris des jeunes paysans naïfs, voilà, qui se sont embarqués dans l'aventure. C'est à ce moment-là maintenant qu'ils se rendaient compte que la réalité était autre. Parce qu'on ne peut pas devenir douanier simplement parce qu'on a combattu. Ou gendarme, ou policier, simplement parce qu'on a combattu. Les tenues, oui, il y en a qui portaient des tenues bigarrées. Le haut douanier, le bas un treillis de gendarme, et ainsi de suite. Ça, on a vu plein de choses. Hein. Ça dénote de la naïveté dans laquelle ces jeunes étaient, de ce qu'on leur a vendu comme rêve, de ce qu'on leur a raconté comme mensonge. Les milices de Gbagbo. Mais c'est qui les milices de Gbagbo? C'est Ouattara qui a des milices. Mais je ne crois pas du tout, en France, quand la France a été occupée, qu'elle s'est retrouvée en guerre, dans les villages, les gens se sont organisés pour défendre leur village. Jusqu'à preuve du contraire, les populations de l'Ouest ou les populations du sud de la Côte d'Ivoire n'ont jamais quitté le sud pour aller attaquer quelques personnes que ce soit, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en armes. Donc toute la partie sud et même nord, puisqu'ils n'ont rien demandé, eux, ils ont vu du jour au lendemain des gens qui sont venus en armes rentrer avec des armes, avec dire qu'ils sont venus pour telle ou telle chose, étant en situation de légitime défense. On dénie aux Ivoiriens le droit de se défendre. Et on a décidé, c'est pareil, les mots, c'est pareil. On choisit bien les mots. On a choisi escadron de la mort, là, on choisit milice. Donc, les organisations humanitaires ici, beaucoup d'entre elles, à part Amnesty International,
sont restés dans l'idée que Gbagbo avait des milices et que nos parents, nos résistants à nous, sont tous des miliciens. Donc il y a un fonctionnement qui est quand même dépassé. Et le problème, c'est que nous, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même plus croire au droit. Est-ce que le droit international a été appliqué en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une affaire de pro-Gbagbo ou pro-Ouattara. Et moi, ça me saoule qu'on puisse nous enfermer. On est enfermés dans les cases. Moi, j'en ai marre qu'on nous enferme dans les cases. On ne peut pas nous enfermer dans les cases.